Et si on découvrait ensemble que ce fruit-là, qui a l'air parfait et qui vient d'être cueilli en Israël, eh bien en réalité, il est interdit de le manger. C'est assez surprenant. Aujourd'hui, on va explorer des lois agricoles juives qui sont vraiment ancestrales et tout commence avec un simple fruit. Allez, on plonge dedans. On s'imagine bien la scène. Un fruit parfait, bien juteux, tout frais cueilli de l'Indre. Le premier réflexe, évidemment, ce serait de le croquer, pas vrai? Et pourtant, à cet instant précis, c'est interdit. C'est absolument interdit de le consommer. C'est là que commence toute notre énigme. Le cœur de ce mystère, il a un nom, le tevel. C'est en fait l'état initial de la quasi-totalité des produits qui poussent en Israël. Ils sont considérés comme non corrigés, et donc, d'un point de vue légal, impropres à la consommation. Pour qu'ils deviennent permis, il y a tout un processus à suivre. Alors, voici le programme pour cette analyse. On va d'abord voir pourquoi ce fruit est interdit. Ensuite, comment on fait pour le rendre permis. Puis, comment ça se passe concrètement aujourd'hui. On verra aussi que le timing est crucial. Et enfin, on parlera de la signification profonde de toute cette transformation. C'est parti pour notre première section. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une règle pour le plaisir d'interdire. Non, c'est un système qui est vraiment pensé pour approfondir la connexion entre une personne, la terre, sa communauté et même le divin. Le point essentiel, il est là. Cet acte, ce simple geste de séparer une partie de la récolte, ça transforme l'agriculture en quelque chose de spirituel et de social. Chaque récolte devient une occasion de tisser des liens dans la communauté et de reconnaître d'où vient toute cette abondance. On passe à la deuxième section, un système de dons. Alors, comment on résout ce problème du tevel? Eh bien, la solution, c'est un système bien huilé de dons, qu'on appelle les dîmes, et qui va rendre le produit corrigé et donc enfin consommable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la structure de ces dons. Il y a d'abord la teruma gedola, un petit prélèvement pour les prêtres. Après ça, il y a 2 dîmes principales. Le maaser richon, c'est 10% de ce qu'il reste, et ça, c'est pour les lévites. Et enfin, une deuxième dîme qui, elle, va changer selon l'année du cycle de 7 ans. Ça peut être le maaser sheni, à manger à Jérusalem, ou le maaser ani, pour les pauvres. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Le lévite, une fois qu'il a reçu sa part, doit lui aussi prélever 10% de ce qu'il a eu pour le donner aux prêtres. On appelle ça la terumat maaser. On voit bien que c'est une sorte de chaîne de générosité qui circule dans toute la société. Et ce graphique, il illustre parfaitement la répartition finale. La teroma pour le prêtre, c'est tout petit, environ 1 ou 2%. Le maaser richon pour le lévite, c'est à peu près 10%. Le maaser sheni ou ani, c'est environ 9%. Et donc la très grande majorité, aux alentours de 80% de la récolte, eh bien ça reste à l'agriculteur. On enchaîne avec la troisième section, le rituel moderne. Comment est-ce que cette pratique millénaire peut bien s'appliquer aujourd'hui? Surtout quand on sait qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem et qu'il y a des questions complexes d'impureté rituelle. Oui, parce que le contexte a complètement changé. Les portions qui sont considérées comme saintes, comme la terouma, ne peuvent plus être mangées par les prêtres à cause de cette impureté rituelle. Et le maaser sheni, on ne peut plus aller le manger à Jérusalem. Mais l'obligation de séparer, elle, est toujours là. C'est la finalité qui a dû être adaptée. Alors concrètement, aujourd'hui, le rituel se fait en 4 étapes assez simples. D'abord, on met de côté une toute petite partie du produit, juste un peu plus d'1%. Deuxièmement, on récite une déclaration formelle qui va, en quelque sorte, officialiser la séparation. Troisièmement, la sainteté du maaser sheni est transférée sur une pièce de monnaie. Et pour finir, la petite portion qu'on a mise de côté au début, celle qui contient la terouma, on l'enveloppe bien et on la jette, mais avec respect. Quatrième section, une question de timing. Et là, on entre dans une subtilité qui est vraiment fascinante. Parce que l'obligation de prélever ces dîmes, elle ne démarre pas n'importe quand. Non, il y a un moment bien précis, un vrai point de bascule d'un point de vue légal. Ce concept clé, ça s'appelle le gmar melacha. En gros, c'est le moment où on considère que la transformation du produit est terminée. C'est à cet instant précis que le fruit ou le légume devient officiellement de la nourriture aux yeux de la loi. Et c'est ça qui déclenche l'obligation de prélever la dîme. L'exemple du raisin est parfait pour comprendre. Si on récolte des raisins pour les manger comme ça, en fruits de table, alors leur gemar melacha, c'est la récolte, c'est fini. Mais si ces mêmes raisins sont destinés à faire du vin, alors là, l'achèvement du processus n'arrive qu'après le pressage, la filtration. L'obligation est donc reportée. Et ce principe, on le retrouve pour plein d'autres produits. Pour les olives qu'on veut manger, c'est après le saumurage. Pour en faire de l'huile, c'est après le pressage. Les graines de sésame, c'est presque toujours pour de l'huile, donc c'est après le broyage. Ça montre une logique très pragmatique, qui est vraiment ancrée dans l'usage qu'on fait des aliments.
Et voilà, on arrive à notre dernière section, la conclusion de tout ce parcours. On a suivi un simple fruit depuis son état interdit de Tevel jusqu'à ce qu'il devienne un repas qu'on a le droit de manger, un repas qui a du sens. En fait, tout le processus peut se résumer en 3 temps, 3 mots. On part de Tevel, l'état interdit. Grâce à l'acte de la séparation des dîmes, on arrive à l'état de Metoukan, ce qui veut dire corrigé, rendu apte. C'est une vraie transformation au fond. Comme le dit très bien l'une de nos sources, cette pratique, ce n'est pas juste une formalité. Non, elle vient donner une signification spirituelle et historique très profonde à la relation entre un peuple, sa nourriture et sa terre. Et ça nous laisse avec une question, une piste de réflexion. Au-delà de ce contexte bien particulier, on peut se demander comment des rituels comme celui-ci, qui nous obligent à faire une pause, à donner un sens à ce qu'on mange, comment est-ce que ça peut changer notre propre rapport à la nourriture aujourd'hui? C'est une bonne question à méditer. Merci d'avoir suivi cette explication.